Bonjour à tous, chers élèves de première G. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première vidéo consacrée au chapitre H3. Dans cette vidéo, nous allons terminer le grand 1 de cette leçon que nous avions débuté en présentiel tous ensemble. Donc, ce chapitre porte sur la Deuxième République et le Second Empire en France de 1848 à 1870. Le grand 1 est consacré à la Deuxième République et à l'échec, finalement, de cette expérience démocratique. Cette Deuxième République dure très peu de temps, comme vous le voyez, seulement 4 ans, voire même 3, comme nous allons le voir en réalité. Dans la première sous-partie, afin de faire remonter vos souvenirs, nous avions vu que, suite à la révolution du 24 février 1848, qui avait chassé Louis-Philippe du trône de France, le dernier roi de France, une république avait été instaurée. Et dans un premier temps, de nombreuses lois très démocratiques avaient été mises en place, à l'image de l'abolition de l'esclavage, par exemple, ou encore évidemment de l'instauration du suffrage universel masculin. Nous avions d'ailleurs regardé une vidéo consacrée à Victor Hugo, qui faisait à ce moment-là l'éloge de ce suffrage universel. Dans la seconde sous-partie de ce grand 1 consacré à la Deuxième République, nous avions vu finalement qu'à partir de juin et même dès la fin du mois d'avril 48, donc très peu de temps après le début de la Deuxième République, très vite on avait un tournant conservateur puisque les élections législatives avaient donné la victoire aux républicains modérés qui très rapidement avaient pris des mesures conservatrices comme le fait de fermer les ateliers nationaux qui donnaient du travail à 150 000 chômeurs. Dans ce climat très difficile, très complexe, dans lequel notamment les ouvriers avaient perdu espoir et confiance en cette Deuxième République, un homme va être élu président de la République, le premier président de la République française. J'ai nommé Louis-Napoléon Bonaparte, si vous vous souvenez bien, qui est donc le candidat du Parti de l'Ordre, qui va être élu en décembre 1848 président de la République, et qui doit cette élection grandement au prestige de la légende de son oncle, évidemment, Napoléon Ier. Ce candidat, si vous vous souvenez bien, est élu donc pour un mandat d'une durée de 4 ans, grâce à la Constitution de la Deuxième République, et ce mandat est non renouvelable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se représenter, c'est ce que dit la Constitution de la Deuxième République. Désormais, nous attaquons véritablement quelque chose dont nous n'avions pas parlé jusqu'alors, pour la fin de ce grand 1, c'est coup d'État et persécution des républicains. Nous sommes donc en 1851 et Louis-Napoléon Bonaparte, qui je vous le rappelle est président de la République, entre très rapidement en conflit avec la majorité des députés, c'est-à-dire ceux qui siègent à l'Assemblée nationale et qui ont le pouvoir législatif. En effet, ces députés refusent de modifier la Constitution pour que Louis-Napoléon Bonaparte fasse un second mandat. En effet, le président de la République souhaite se représenter aux élections présidentielles, mais la Constitution ne lui permet pas. Et les députés refusent donc de modifier cela. Deuxième élément qui fait qu'il rentre en conflit avec les députés, Louis-Napoléon Bonaparte souhaite mettre en place des réformes plutôt sociales et les députés refusent systématiquement. Par conséquent, accompagné de ses plus fidèles militaires, de ses plus fidèles généraux, il réalise un coup d'État, le 2 décembre 1851. Donc, je vous rappelle, il avait été élu en décembre 1848, donc 3 ans après son élection, il réalise un coup d'État. Alors, cela peut paraître insensé pour vous aujourd'hui. C'est comme si vous imaginiez Emmanuel Macron, président de la République, faire un coup d'État pour garder le pouvoir. Ça paraît quand même très étrange. Donc, Louis-Napoléon Bonaparte fait ce coup d'État 3 ans après son élection pour conserver le pouvoir. Et la date, j'espère que vous y êtes attentifs, la date de ce coup d'État n'est pas choisie au hasard, évidemment. Il réalise ce coup d'État le 2 décembre 1851. Je vous rappelle que le 2 décembre, même date, 1804, donc bien avant, son oncle, Napoléon Ier, s'était autoproclamé empereur. Je vous rappelle, il avait fait venir le pape, et puis il avait lui-même décidé de mettre la couronne, etc. Donc, évidemment, Louis-Napoléon Bonaparte, son neveu, choisit cette date en hommage à Tonton, et aussi évidemment pour renforcer une nouvelle fois la légende autour de la famille Bonaparte. Mais là où Louis-Napoléon Bonaparte est très intelligent, c'est qu'après avoir fait ce coup d'État,
il veut dire aux Français qu'il les écoute malgré tout, et donc il va faire ce qu'on appelle un plébiscite, hein, c'est un peu l'équivalent du référendum aujourd'hui. Les Français sont donc appelés à venir voter, à venir répondre à une question par oui ou par non. Et la question, c'est le peuple français veut-il le maintien de l'autorité de Louis-Napoléon Bonaparte et lui délègue-t-il les pouvoirs nécessaires pour établir une nouvelle constitution? Grosso modo, le peuple français est-il d'accord avec ce coup d'État? Eh bien, regardez, contre toute attente, 92% des Français vont s'exprimer favorablement pour cela. Donc, en fait, les Français légitiment totalement la prise de force du président Louis-Napoléon Bonaparte qui souhaite garder le pouvoir en faisant un coup d'État. Évidemment, vous vous doutez bien que ce coup d'État ne va pas plaire à tout le monde, cela va de soi. Il va y avoir de nombreux opposants à ce coup d'État du 2 décembre 1851, notamment des républicains, très républicains, qui considèrent qu'on ne peut être au pouvoir que parce que l'on a été élu véritablement, en respectant les principes de la République. Et donc, ils n'hésitent pas à manifester, notamment à Paris, comme le montre cette caricature. Vous voyez Louis-Napoléon Bonaparte finalement marcher sur des cadavres, d'où sa victoire. On n'a pas véritablement de chiffres sur le nombre de morts qu'il y aura suite à la répression des opposants à ce coup d'État. On va parler de plusieurs centaines de tués, plus de 25 000 personnes arrêtées, inculpées, et 10 000 condamnés à la déportation, c'est-à-dire qu'ils sont envoyés en exil, en Guyane ou encore en Algérie, qui est désormais française. L'Algérie vient d'être colonisée. Parmi ces opposants très célèbres à Louis-Napoléon Bonaparte et à ce coup d'État, il y en a un que vous devez absolument retenir évidemment, c'est monsieur Victor Hugo, cela va de soi. Alors Victor Hugo, si vous vous souvenez, on l'avait dit ensemble, au départ il soutient Louis-Napoléon Bonaparte corps et âme, il est véritablement convaincu que cela va être un très bon président, et ce coup d'État très clairement le dégoûte profondément. Pour montrer son opposition au coup d'État, Victor Hugo décide alors de s'exiler en Belgique. Juste après cela, Louis-Napoléon Bonaparte décide de le bannir du territoire de France. Donc, dans tous les cas, il n'a pas le choix. Il est obligé de rester exilé. Et après cela, Victor Hugo va aller s'exiler pendant très longtemps, pendant près de 20 ans. Donc, c'est vous dire, sur ces îles-là, Guernesey et Jersey, ce sont des îles anglo-normandes. Donc, vous voyez, hop, on est à côté de la Normandie française, mais c'est des îles qui appartiennent au Royaume-Uni. Et là-bas, il va, en plus d'écrire des ouvrages restés très célèbres, se livrer à une bataille acharnée pour dénoncer le pouvoir, le coup d'État et autres, tout ce qui a été fait par Louis-Napoléon Bonaparte, qu'il appelle Napoléon le Petit. Regardez, vous l'avez juste ici. On va lire ce petit extrait qui a été donc édité à Bruxelles en 1952. De fait, Victor Hugo écrit un pamphlet contre Napoléon III intitulé Napoléon le Petit. Il en fait un portrait cruel. Regardez-moi ça, vous allez très très vite comprendre. Louis Bonaparte est un homme de moyenne taille, froid, pâle, lent, qui a l'air de n'être pas tout à fait réveillé. Il a la moustache épaisse et l'œil éteint. C'est un personnage vulgaire, puéril, théâtral et vain. Il aime la gloriole, le pompon, l'aigrette, la broderie, les paillettes, les grands mots, les grands titres, ceux qui brillent, toutes les verroteries du pouvoir. En sa qualité de parent de la bataille d'Austerlitz, il s'habille en général. La bataille d'Austerlitz, c'est une grande bataille qui avait été gagnée donc par son oncle Napoléon Ier. Cet homme ment comme tous les autres respirent. Il ne parle pas, il ment. Il ne fait rien. Il cherche à donner le change sur sa nullité. Qui est à l'Élysée et aux Tuileries? Le crime. Qui siège au Palais Bourbon? L'imbécilité. Qui siège au Palais d'Orsay? La corruption. Voilà. Cet extrait est donc très révélateur, vous l'aurez compris, des oppositions qu'il existe à l'encontre de Louis-Napoléon Bonaparte suite à sa prise de force, à son coup d'État. C'est la fin de ce grand 1 et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le grand 2 de cette leçon qui sera donc la dernière partie.